On va revoir ce conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Alors, sous la Bacour, excusez à donner pouvoir à Nicolas Davidine, Karima David, Présente. Annie Belagoun, Présent. Linda Benti Frawin, Présente. Sébastien Braillard, Présent. Guillaume Charlemagne, Présent. Manuela Desarrougeau, Présente. Patrick Dubol, Julien Duméol est excusé à donner pouvoir à Denis Sago, Salomé Duval, excusé à donner pouvoir à Laurence Lefebvre, Alain Hegnaud, Présent. Bernadette Roel, Sébastien Garçon, Présent. Hélène Caffi, Présente. Cécilia Cotane, Taner Cotane, Présent. Pascal Lemoyle, Présente. Laurence Lefebvre, Présente. Julie Lesage présente, Hélène Pelly, Présente. Fabrice Raoul, Présent. Marion Renaudin, Présente. Denis Sago, Présent. Julien Salé est excusé à donner pouvoir à Cathy Septi, Présente. Cédric Stoclet, Présent. Frijo Tiercy, Présent. Patrick Deschambre Présent. et Nicolas Razilitine. Présent. Alors ce soir est désigné secrétaire de séance Patrick Dubol, et je l'en remercie. Il était volontaire. Alors, sur l'adoption du procès verbal du 28 septembre 2021, il y a des remarques. Sinon, je le mets aux voix. Alors, nous allons pouvoir voter donc, sur l'adoption du procès verbal. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez des pouvoirs de voter, vous pouvez tous vous représenter. Donc, 2 votes. Nous avons 29 votes pour, c'est adopté, je vous en remercie. Adoption de l'ordre du jour de la présente réunion. Je vous invite donc à voter. « 29 votes et nous avons 29 pour. C'est adopté, je vous en remercie. Alors, quelques remerciements. Alors, la ville remercie le conseil municipal des jeunes et des enfants pour leur participation aux commémorations et la distribution des colis aux seniors et tous les participants qui se sont mobilisés, notamment pour Octobre Rose et dans le cadre du Téléthon, ainsi que les donateurs. Merci, chers collègues. Alors, nous allons maintenant procéder et dérouler l'ordre du jour de notre conseil municipal avec une première délibération sur le budget primitif pour l'année 2022. Mais, à titre liminaire, avant d'aborder ce premier sujet essentiel qui est l'adoption du budget, je souhaite vous dire quelques mots en toute transparence et en toute franchise sur le budget afin de donner les bonnes informations aux couronnés. Je dis franchise parce que certains propos délibérément trompeurs et calomnieux à notre rencontre, répandus dans la ville depuis l'élection de juin 2020, font qu'une information sincère, développée et démontrée doit être apportée aux couronnés. Ce budget a été préparé dans un souci de maîtrise des dépenses et non dans un objectif de réduction des dépenses. Même s'il reste pertinent de maîtriser les dépenses, ce qui signifie parfois de réduire certaines d'entre elles, cette maîtrise doit se faire en préservant autant que possible les intérêts des habitants qui bénéficient des services de notre collectivité et non à leur détriment, surtout en cette période de crise sanitaire. Un budget ne s'apprécie pas en dépenses globales, mais en dépenses de fonctionnement d'une part et d'investissement d'autre part. Si cela peut sembler n'être qu'une distinction technique, elle compte pourtant beaucoup au regard de l'état désastreux de l'endettement laissé par la municipalité précédente. Sur les dépenses de fonctionnement, l'augmentation du budget est de 1,2% par rapport à l'année précédente. Il est assez incroyable de s'émouvoir d'une augmentation de 8% sur cette année lorsqu'en 2015, la municipalité alors en place nous en faisait supporter 108%. Comment peut-on être à l'origine d'un endettement aussi fort et s'empresser d'écrire des contre-vérités pour contester une augmentation objective des dépenses inférieures? Et puis, on compare ce qui est comparable. Un budget primitif avec un budget primitif, un compte administratif avec un compte administratif. Notre budget
est conçu en toute sincérité, c'est-à-dire en prenant en compte les augmentations de toute nature que nous subissons, dont la réalité, pour les particuliers, est la même pour notre collectivité, elle aussi impactée par la hausse du gaz, du carburant, des produits de première nécessité, des matériaux. Comment nier cette réalité? Comment ne pas l'anticiper? Des incidences liées pour une très grande part aux effets sur l'économie de la crise sanitaire et que nous devons supporter dans ce budget. Ces majorations s'appliquent aussi à des dépenses qui doivent couvrir des charges de personnel qui augmentent de 0,6% et non pas 6%. On voudrait nous faire croire que nous recrutons à tour de bras. Je vais vous préciser à titre informatif que le nombre d'agents municipaux n'augmente pas, il baisse même. De 209 fonctionnaires en 2020, il passe à 204 en 2021. Si les charges augmentent, c'est parce que nous avons connu, entre autres, une revalorisation des traitements indiciaires de la catégorie C. Mais c'est aussi parce que nous avons ouvert la voie à des emplois pérennes et mis fin à une précarité entretenue pendant près de 40 ans pour certains agents. Nous sommes complètement en phase avec nos convictions sociales, n'en déplaise à ceux qui ont créé et nourri ces situations professionnelles précaires. Mais ce n'est pas tout. Ces majorations s'appliquent aussi à des dépenses qui doivent couvrir des coûts élevés de travaux de rénovation nécessaires pour des bâtiments municipaux délaissés pendant de nombreuses années. J'ai pu lire, en marge de la mention erronée d'une augmentation de 6% des charges de personnel, je cite, qu'il faut bien assurer les indemnités d'élus. Sur ce sujet, mon indemnité de base est fixée à 39,89% de l'indice brut terminal, lorsqu'en 2014, mon prédécesseur s'octroyait 43,01%. Alors dire que l'on prend dans la poche des couronnés, c'est tout simplement scandaleux. Rappelons tout de même que la fiscalité n'augmente pas à grande couronne et que le maintien de cet équilibre pour supporter cette augmentation de 1,2% est travaillé sans recourir aux impôts auprès des habitants. La municipalité se donne les moyens de la recherche de recettes auprès des partenaires publics, ce qui n'a quasiment jamais été fait auparavant. Non, ce ne sont pas les couronnés qui vont porter les incidences de cette augmentation. Et faire croire que l'augmentation des tarifs du mois précédent de 2% nous permettrait de faire supporter cela est totalement inadmissible. D'autant qu'une telle augmentation de 2% avait déjà été pratiquée par le passé par la majorité en place, que tous les tarifs ne sont pas concernés par cette hausse, et que s'attarder sur un pourcentage sans parler du tarif initial auquel il va s'appliquer revient à ne pas dire que cette augmentation correspond parfois à 1 ou 2 centimes. Pire encore, on tente de convaincre que les tarifs de la crèche sont concernés alors que c'est la CAF seule qui les fixe. Je rappelle, à titre de comparaison, et ce n'est pas inutile, que le SMIC a lui aussi augmenté de 2,2% et va augmenter encore en janvier, ce qui est une bonne chose. Qui serait contre l'augmentation du SMIC? Augmentation qui crée pourtant directement une charge de personnel supplémentaire portée par la collectivité et à laquelle s'ajoutent les charges patronales correspondantes. Ces augmentations de coûts, nous ne voulons pas les faire supporter aux couronnés. C'est le cas par exemple pour la restauration scolaire, d'autant qu'il y a actuellement une hausse de fréquentation des cantines depuis la rentrée scolaire. Je représentais bien la ville au sein du syndicat intercommunal de restauration scolaire. Je n'y étais pas seule, et nous approuvions des choix collectifs qui ne sont plus assumés par certains aujourd'hui. Ce n'est pas mon cas. Je suis fière de ce qui a été fait. Sur la question de la qualité des repas notamment, encadrée par la loi Egalim, les objectifs que nous poursuivons sont tenus comme celui des 20% de produits bio, ce que d'autres collectivités ne parviennent pas encore à atteindre. Et nous pourrions évoquer aussi tous les autres produits de qualité proposés chaque jour aux enfants et pour lesquels nous restons très attentifs. Des produits identifiés par des labels, des produits locaux, des produits de proximité. Sur le dispositif de lutte contre le gaspillage alimentaire, je rappelle que nous avons des poubelles de tri dans les restaurants scolaires. Des animations sont organisées régulièrement auprès des enfants pour les sensibiliser à cette problématique. J'ai longtemps porté ce projet de lutte contre le gaspillage auparavant, là où personne d'autre n'en parlait à l'époque. Sur la question de l'agrandissement de la cuisine centrale et de son investissement, qui semble à certains incontournable, je retrouve bien là des envies de candeur lorsque le budget ne le permet pas. Le sujet a bien évidemment été évoqué, mais Grand Couronne n'en a pas les moyens aujourd'hui. Et nous avons été entendus sur ce point par la ville de Petit Couronne. Si nous n'avions pas 19 millions de dettes encore, nous aurions sans doute fait un choix différent. C'est cette dette qui prive les habitants d'une cuisine centrale neuve. Le budget qui va vous être proposé ce soir est donc un budget sérieux, portant la marque de la transparence et de la sincérité. Il est à l'image de l'action que nous menons depuis 18 mois.
Les délibérations qui seront soumises au vote par la suite en sont la démonstration, tout comme celles déjà votées précédemment, souvenez-vous. Nous avons remis un cadre juridique à de nombreux sujets qui ont été totalement dépourvus, en adoptant enfin des règlements nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité, pour la commission d'appel d'offres, les commandes publiques, la charte des mariages, le règlement des parrainages civils, le règlement de la cantine, de la garderie, des locations de salles, le règlement d'attribution des aides du CCS et de l'épicerie sociale, afin d'être en conformité avec les préconisations d'Andes, le règlement d'aide aux associations pour plus de transparence et d'équité. En matière de santé, sujet d'autant plus d'actualité qui nous demande de nous adapter en permanence, nous avons mis en place une campagne de vaccination après avoir accompagné les pharmaciens et infirmiers dans le dépistage du Covid. Nous avons mis en place une cellule Covid pour accompagner les personnes isolées et à travers un numéro vert créé, nous avons permis aux couronnés d'avoir les informations liées au confinement. Nous avons mis en place la mutuelle communale. Concernant les solidarités, nous avons distribué des colis aux personnes âgées de 65 ans et plus, accompagnés l'année dernière d'un bon d'achat de 15 € en remplacement du banquier de printemps et des voyages annulés en raison de l'épidémie Covid. Nous avons organisé le banquet d'automne qui a réuni plus de 270 convives. Des colis en compensation du banquet ont été distribués à 865 personnes et des colis bien-être aux résidents de l'EHPAD. Nous avons voté des aides financières aux personnes âgées de plus de 65 ans ayant des revenus modestes, distribué des jouets et des bons cadeaux aux enfants dont les familles fréquentent l'épicerie sociale et solidaire. Et parce que l'éducation est une priorité, nous avons rénové l'école Prévert. Il n'était plus envisageable de laisser l'eau s'infiltrer, comme c'était le cas depuis des années dans un établissement fréquenté toute la journée par des enfants. Nous avons fait le choix d'offrir des calculatrices aux élèves de CM2 et un dictionnaire dès l'entrée au CP pour favoriser les apprentissages et aider les familles. Nous avons permis aux familles hors commune ayant des enfants scolarisés en Ulysse, à Victor Hugo, de bénéficier du tarif commune pour la cantine. Nous avons réaffirmé notre soutien en direction des écoles à travers leurs projets et leurs sorties, comme à la Maison des Forêts, la convention passée avec l'association Carvert, le maintien du dispositif Petit Déjeuner. La participation des enfants du conseil municipal des enfants et des jeunes à la vie municipale a été renforcée, avec une présence lors des commémorations ou encore à la distribution des colis aux aînés. En matière de citoyenneté, les comités citoyens de quartier ont été créés. En matière de prévention, une performance du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance voulue est devenue effective avec des réunions régulières et la création de commissions thématiques. La prévention est développée sur le territoire et la police municipale est dotée en équipement avec bientôt un lieu dédié et du matériel adéquat. La culture a retrouvé toute sa place dans notre collectivité avec la création d'un pôle municipal spécifique et le développement d'un plan culturel avec des organismes extérieurs. La culture s'invite dans les quartiers, dans les ateliers, avec l'élargissement des ateliers langues. Des stages de théâtre gratuits pour les jeunes vont être mis en place pendant les vacances. S'agissant de l'environnement et du cadre de vie, nous avons souhaité l'extension de la zone d'éco-pâturage aux Essarts. De nombreux travaux de rénovation des bâtiments scolaires et sportifs sont engagés, tout comme le renouvellement progressif de la flotte automobile. Notre soutien est sans faille auprès de nos associations et de nos commerces, notamment pendant la crise sanitaire, mais pas seulement, puisque nous développons le partenariat avec l'Union des commerçants. Nous avons porté à la rentrée le dispositif Loisirs Couronnés, afin d'aider les familles à l'inscription de leurs enfants dans les associations, mais aider également les associations pour ne pas voir leur nombre d'adhérents diminuer. Sur la question de l'emploi, nous mettons un point d'honneur à la mise en réseau des acteurs économiques et de l'emploi sur le territoire. Nous accueillons de nombreux stagiaires de tous niveaux afin de les soutenir dans leur parcours scolaire, des contrats aidés afin de favoriser l'accès à l'emploi de ceux qui en sont éloignés, des jobs d'été pour permettre aux plus jeunes une première expérience dans le monde du travail. Nous avons adhéré au dispositif TOPLA, un dispositif qui aide les jeunes à réaliser leurs projets en contrepartie d'un engagement bénévole et du progrès social pour nos agents municipaux, avec la pérennisation des contrats municipaux qui s'est traduit par la régularisation des contrats vacataires qui duraient pour certains depuis près de 40 ans. Nous avons voulu le paiement d'indemnités chômage non versées depuis 4 ans. Nous avons porté également de nombreuses manifestations appréciées et attendues. Octobre Rose, pour la sensibilisation à la santé, les estivales et la culture dans les quartiers, quartier d'été avec le foot en salle, l'accueil des nouveaux habitants, le forum des associations, le marché de Noël, le Téléthon, la cérémonie de la citoyenneté, les journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Nos projets, ce sont aussi des partenariats importants pour les couronnés, avec la LICRA,
pour la lutte contre les discriminations, avec Unicité pour le développement des services civiques, avec PSL 76 pour la formation des animateurs qui sera votée tout à l'heure, avec la CAF dans un volet intercommunal pour les structures d'accueil, avec Jeunesse et Sport. Ce sont des liens renforcés avec les bailleurs sociaux, par exemple pour la mise à disposition d'un logement dans le cadre des violences intrafamiliales, ou encore pour des mises à disposition de locaux dans les quartiers. Des permanences pour l'accès aux droits, pour l'emploi avec Humando, l'agence intérim à destination des personnes en difficulté. Des conventions qui seront soumises au vote tout à l'heure, avec l'association Webcom, avec les collèges pour la mise en place de mesures de responsabilisation. Nous pouvons ajouter la convention avec la Ligue de judo, avec le CIDFF, le Centre de formation sur les droits des femmes et des familles de Seine-Maritime, avec la NCT pour l'étude sur les gouttières afin de lever le blocage de l'équipe précédente, avec l'association Bouchon 276 dans le champ du handicap. Et sur cette question, l'adhésion à l'application ACO qui garantit une solution d'accessibilité du public sourd et malentendant. Tout cela s'ajoutant bien entendu aux activités courantes déjà existantes dont nous cherchons à garantir la qualité et l'efficacité. Les activités de loisirs, extrascolaires et périscolaires, les voyages, les sorties, les animations, les accompagnements sociaux, l'épicerie sociale et solidaire. Vous l'avez compris, la dynamique est largement engagée avec les élus qui m'entourent et qui sont pleinement investis dans leurs fonctions électives. Nous consacrons chaque jour notre énergie à notre commune, à ses habitants, en veillant au respect de chacun, dans un souci permanent d'équité, de solidarité, de justice, de bienveillance. J'y œuvre avec passion et engagement. Mes chers collègues, cette mise au point étant faite, je donne maintenant la parole à Guillaume Charlemagne pour nous exposer la délibération relative au budget primitif pour l'année 2022. Merci Madame le maire. Il s'agit donc d'adopter au budget pour l'année 2022 le texte suivant. Le budget primitif doit être voté chaque année. Il retrace les prévisions de recettes et de dépenses. Il doit être sincère. Ce budget a été réalisé sur les bases du plan pluriannuel d'investissement voté en séance du 28 septembre 2021 et du débat d'orientation budgétaire dont la présentation a été actée en conseil municipal le 9 novembre dernier. Le budget est présenté en deux sections, fonctionnement et investissement, qui doivent être votées en équilibre. Les recettes égalant les dépenses pour chacune d'elles. Les ressources propres doivent couvrir le remboursement en capital de la dette. Le projet de budget primitif proposé pour l'exercice 2022 s'équilibre à 21 475 490 € en fonctionnement et 2 915 026 € en investissement. Il a été réalisé en prenant en considération la note de cadrage du 12 août sur laquelle était demandé de poursuivre le maintien des dépenses de fonctionnement, de limiter les consommations superflues et d'accroître la recherche de partenaires pour financer des projets subventionnables en fonctionnement et en investissement. Un travail en étroite collaboration avec les pôles et les élus a été mené lors de séminaires finances courant octobre 2021. Tous les postes en dépenses et en recettes ont été étudiés et ajustés en privilégiant une projection annuelle. Un arbitrage a été nécessaire en investissement et un recours au budget supplémentaire sera envisagé pour inscrire les dépenses d'investissement qui seront réalisées sur le second semestre 2022. Concernant le rappel des orientations, les engagements pris dans le débat d'orientation budgétaire 2021 sont d'abord de rationaliser les dépenses de fonctionnement concernant la masse salariale en contrôlant les besoins liés à la crise sanitaire Covid, de traquer les dépenses de fonctionnement inutiles, et ce dans tous les secteurs, en maintenant pour tous les grands couronnés un service de qualité. Valoriser les actions associatives en rappelant les règles fixées dans le règlement d'aide aux associations. Tendre vers un achat de véhicules non polluants, l'utilisation d'énergie électrique pour certains véhicules. Contrôler et maîtriser les dépenses composant les fluides, eau, gaz, électricité. Ne pas recourir à l'emprunt. Ne pas augmenter les taux d'imposition communaux.
Rechercher aussi les subventions auprès de diverses institutions, comme la métropole, l'État, la région, la CAF ou encore la DRAC. Concernant les dépenses et les charges à caractère général, d'un montant de 3 453 167 €, soit une baisse de 4,88%, qui se compose principalement de combustible, de l'entretien et réparation de biens meubles et immeubles, de carburant, de l'alimentation et des contrats de prestation de services, de la maintenance et des locations diverses, des annonces et insertions, des fêtes et cérémonies, des frais de nettoyage des bâtiments, de l'assurance. Certaines dépenses sont liées à des contrats qui restent incompressibles. Pour le chapitre 12, concernant les frais de personnel et charges assimilées d'un montant de 11 853 097 €, soit une augmentation de 0,62%, les frais de personnel sont prévus tenant compte des augmentations de traitement et la prise en compte de l'augmentation du SMIC depuis le 1er octobre 2021. Impacte le traitement des 6 premiers échelons de l'échelle C1 et les 4 premiers de l'échelle C2. Les dépenses de personnel seront contenues pendant l'année 2022, chaque fois qu'il sera possible, pour atténuer cette augmentation. Concernant le chapitre 65, autres charges de gestion courante d'un montant de 3 440 840 €, soit une augmentation de 7,74%. Cela concerne la subvention au CCAS, 1 336 800 € pour une augmentation de plus de 16%. La participation au CRD, 959 300 €. La participation au CIVU, 611 000 €. Ainsi que les subventions versées aux associations subissant une baisse de 15,77%. L'enveloppe budgétée des subventions aux associations sportives est quasiment identique. Concernant le chapitre 66, charges financières d'un montant de 580 000 €, soit une baisse de 15,17%, les frais financiers sont prévus tenant compte du passage à taux fixe de la dette suite au réaménagement intervenu en 2015 et 2016. Les intérêts courus non échus sont également comptabilisés. Pour le chapitre 67, charges exceptionnelles d'un montant de 242 320 €, soit une augmentation de 10%. Cela concerne principalement le budget en annexe transport pour 193 000 € qui fera l'objet d'un ajustement en fonction des besoins à l'issue de son compte administratif. Le chapitre 023, virement à la section de fonctionnement à 470 510 €, c'est la somme qui participe à augmenter notre capacité d'autofinancement pour financer l'investissement. Aussi, en opération d'ordre, au chapitre 42, la somme de 1 435 555 € correspond aux écritures à passer pour l'étalement de la charge de l'indemnité de renégociation de la dette en capital et aux amortissements. Pour les recettes, au chapitre 013, atténuation des charges pour un montant de 695 356 €, soit une augmentation de 18,95%, qui concerne la refacturation des personnels du CCAS et la résidence autonomie, la participation des organismes sociaux en remboursement, les accidents de travail et la part salariale des chèques déjeuner. Le chapitre 70, vente et prestations de services pour un montant de 931 291 €, soit une augmentation de 5,17%, concerne les prestations de services aux habitants, cantines, accueil pré- et post-scolaire, centres de loisirs, crèches multi-accueil, piscine. Le chapitre 73, impôts et taxes pour un montant de 14 478 817 €, soit une baisse de 15,21%. Pour rappel, la taxe d'habitation sur la résidence principale cessera d'être perçue par les communes dès 2021 et sera nationalisée pour 20% des contribuables, continuant de payer jusqu'en 2023. La commune recevra en contrepartie un produit supplémentaire suite au transfert à son profit du taux de département du foncier bâti. Ces recettes sont constituées principalement des impôts locaux,
pour 4 774 895 euros, de compensation versée par la métropole pour 8 243 000 euros, suite au transfert de la taxe d'enlèvement et des ordures ménagères dans l'attribution de compensation. De la dotation également de solidarité communautaire pour 274 821 euros et du solde venant notamment du Fonds national de garantie individuelle des ressources pour 653 247 euros. Au chapitre 74, les dotations, subventions et participations pour un montant de 4 643 623 euros. Il s'agit de compensations de taxes d'habitation qui sont réintégrées dans la taxe foncière sur le bâti via le mécanisme du coefficient correcteur. La dotation de solidarité urbaine constitue l'une des 3 dotations de péréquation réservées par l'État aux communes en difficulté. Elle est fixée ici à 419 328 euros. Une aide sera demandée afin d'accueillir des contrats adultes relais pour près de 60 215 euros. Au chapitre 75, les autres produits de gestion courante pour un montant de 62 233 euros, soit une baisse de près de 60%. Les loyers privés qui ont été évalués en prenant en considération une reprise frileuse des locations salles. La participation des agents au chèque déjeuner est budgétée dans un autre chapitre comptable. Au niveau du chapitre 76, produits financiers pour un montant de 611 235 euros, soit une baisse de 0,89%. Cela concerne principalement le montant du fonds de soutien qu'il faut étaler sur la charge de l'IRA, soit jusqu'en 2033 pour 582 458 euros. La capacité d'autofinancement ou épargne brute diminue d'année en année suite aux baisses des dotations et à la contribution des collectivités, à l'effort de maîtrise de la dépense publique et au renversement du FPIC subi depuis 4 ans. Elle est estimée à 1 853 132 euros pour l'année 2022. Au niveau du budget investissement, concernant les dépenses, le chapitre 20, immobilisation corporelle d'un montant de 26 000 euros, il concerne l'achat de licences informatiques à mettre à jour, pour être concret, sur Office 365. Le chapitre 21, qui lui concerne l'immobilisation corporelle d'un montant de 683 203 euros, ce sont les dépenses financées qui sont destinées à l'entretien du patrimoine. Elle comprend l'achat de véhicules pour 87 000 euros, l'achat de matériel informatique 57 000 euros, de mobilier 25 000 euros, d'autres matériels pour 64 000 euros, l'aménagement de terrain 17 000 euros, l'amélioration de bâtiments 390 000 euros et l'achat de réseau 41 000 euros. Pour le chapitre 16, emprunt de dette assimilé d'un montant de 2 151 889 euros, il concerne le remboursement en capital des emprunts dont le revolving 114 719 euros que l'on retrouve en recettes. Le ratio de désendettement est pour l'exercice 2022 de 11,7 années. Il est inférieur au seuil fixé à 12 ans pour les collectivités du bloc communal qui auraient signé un contrat avec l'État dans le cadre des objectifs fixés. Toutefois, sa charge jusqu'en 2028 reste un effort financier lourd pour la commune, malgré le fonds de soutien. Au chapitre 10, dotation et fonds divers et réserves pour un montant de 200 000 euros. Il s'agit de fonds de compensation de la TVA sur les dépenses d'investissement en 2019. Le chapitre 13, subvention d'investissement pour un montant de 174 602 euros. Je vous laisse lecture du tableau. Il s'agit d'un état des établissements nationaux, pour l'État et établissements nationaux, 23 000 euros. Et ensuite diverses soldes, dont le facile aussi à 76 000 euros, pour un total de 174 602 euros. Le chapitre 16, emprunt et dettes assimilées pour un montant de 114 719 euros, qui concerne l'emprunt revolving. Le 27, autre immobilisation financière pour un montant de 116 699 euros, qui concerne l'attribution de compensation de la métropole. Et les autres immobilisations financières d'un montant de 401 940 euros en chapitre 024. La municipalité entend donc poursuivre une gestion contrôlée des dépenses de fonctionnement sans paralyser l'activité des services et tout en garantissant la qualité et la variété des offres pour la population couronnaise. Ce suivi dans la rationalisation de certains coûts se veut ciblé sur des charges essentiellement de gestion courante,
tels que les fluides, le carburant, les consommables, et consiste également à réinterroger certaines pratiques coûteuses, souvent en contradiction avec les convictions environnementales de la présente majorité. Le travail poursuivi tout au long de l'année par la Direction des Finances dans l'analyse des inscriptions budgétaires et des consommations réelles, en collaboration avec les différents services, permet de contenir quelques dépenses superflues et de réorienter certains achats prioritaires. Et si les dépenses de fonctionnement présentées au budget primitif n'ont fait l'objet que de très faibles ajustements après avoir été discutés dans le cadre de la préparation budgétaire, les arbitrages à mi-année permettront de questionner objectivement à nouveau les dépenses inscrites. Les dépenses d'investissement, quant à elles, sont tenues par la faible marge restante auprès des déductions des inscriptions obligatoires et ont vocation à couvrir les projets inscrits au programme pluriannuel d'investissement. Ce dernier, qui a été approuvé en septembre 2021, a vocation à répondre essentiellement à des nécessités d'entretien de bâtiments communaux et à leurs améliorations. Les excédents éventuels au compte administratif 2021 pourront être réaffectés selon les choix définis par l'Assemblée délibérante, en particulier pour augmenter la capacité d'autofinancement. Je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume pour cette présentation. Il y a des prises de parole, j'imagine. Nicolas Vasilizine. Je voudrais apporter une petite précision à votre propos liminaire, Madame le maire. Quand on vous entend, on croirait que vous n'avez jamais fait partie de l'équipe municipale précédente. Or, vous étiez adjointe au maire, en charge des affaires. Je tiens à vous rappeler également que depuis 1995, c'était une municipalité d'union qui était à la tête de la municipalité. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette municipalité d'union, les élus socialistes, communistes avec, ont approuvé l'emprunt. Cet emprunt, effectivement, a causé un certain nombre de problèmes. On le voit actuellement, j'en suis conscient. Néanmoins, il a été approuvé par tous. Il faut s'en rappeler. Vous parliez également de 2015, Madame le maire, d'une augmentation très importante du budget. Mais forcément, vous savez très bien que c'était le rachat de la dette. Donc ce n'était pas un budget réel. Donc l'augmentation, elle n'était pas réelle. Ce n'était pas dû à une volonté, c'était pour éviter d'arrêter le problème de ce taux variable. Vous le savez très bien, vous étiez aux affaires. Donc voilà, je tenais à faire cette précision malgré tout. Ensuite, concernant les frais de personnel, moi je suis désolé, dans le DOB, la première chose qu'on a vue, c'est ces 6%. Après, on voit au niveau du PP 0,6%, ce qui est une augmentation tout à fait plus que raisonnable et à laquelle nous n'avons rien à dire si ça reste à 0,6%. Voilà, je tenais aussi à faire cette précision. Je crois que, également, quand vous rappelez un certain nombre d'actions, il y a beaucoup d'actions qui avaient été entamées déjà dans la précédente mandature ou dans les mandatures d'avant. Très bien, on continue, moi ça me va bien. Vous parlez également d'Octobre Rose, comme si c'était une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté, il y avait déjà des actions dans le cadre d'Octobre Rose. Vous les avez étendues, certes. Ensuite, concernant l'accueil des nouveaux habitants, parler d'une première dans les publications municipales. Non, ce n'était pas une première. Il y en a eu un certain nombre à partir de 1998 et la dernière, je ne me rappelle plus, c'est en 2004 ou 2005. Après, effectivement, il n'y en a pas eu. Il aurait pu falloir le dire, nous réactivons et pas dire que c'est une première. Donc voilà, ce sont quelques petits rappels historiques, Madame le maire, que je tenais à faire. Voilà. Après, concernant le budget, je laisse la parole à mon ami Denis Samy. Merci Nicolas. Madame la maire, mes chers collègues, je me permets d'intervenir au nom des élus du groupe Grand Couronne Dynamique, Solidaire et Durable sur la proposition de budget 2022 que vous venez de nous présenter. Je tenais avant toute chose à remercier l'ensemble des services, et en particulier les services des finances, pour le long travail de préparation
qu'aura nécessité, nous le savons, l'élaboration du budget municipal. Tâche rendue encore plus difficile dans ce contexte sanitaire et social que nous vivons actuellement. Une fois encore, nous déplorons qu'un document d'une telle importance et qui engage l'ensemble des dépenses de notre collectivité durant tout l'exercice 2022 nous soit communiqué seulement 5 jours avant le vote. Certes, ce délai est légal, mais compte tenu de l'importance de la délibération et du volume des pièces à lire, il aurait été opportun, pour favoriser la démocratie locale et le travail de l'opposition, de communiquer ce document plus en amont. Néanmoins, avec l'ensemble des élus de mon groupe, nous avons travaillé sur ce document et nous avons quelques remarques à vous livrer. Pour effectuer ce travail correctement, nous nous sommes appuyés sur les propositions, que dis-je, les promesses que vous avez tenues durant la période de campagne électorale et qui ont été inscrites noir sur blanc dans votre programme. C'est là notre première désillusion. En effet, je ne retrouve que très peu de choses dans ce budget 2022 parmi l'ensemble des points que vous aviez défendus durant la campagne. Rien sur la navette municipale devant relier Grand Couronne-Bas au quartier des Essarts. Rien concernant des travaux sur la création d'un réseau de chaleur à partir de la chaleur créée par les entreprises du port autonome. Rien sur la création d'un vaste plan de pistes cyclables. Rien pour le renforcement des aides aux clubs sportifs. Enfin, rien non plus pour l'aménagement du cadre de vie. Cette désillusion passée, nous nous sommes attelés à regarder le fond de ce qui était inscrit dans son budget. Nous avons été immédiatement interpellés par un chiffre. C'est celui qui concerne les dépenses de fonctionnement de notre collectivité. Là encore, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. J'ai pu constater que la baisse promise des dépenses n'était pas à l'ordre du jour de ce budget 2022. Au contraire, on note une augmentation des dépenses de fonctionnement qui atteignent un record jamais égalé auparavant. Surprenant. On se rend compte dans ces moments qu'il est toujours facile de promettre, mais beaucoup plus difficile de tenir ces promesses. Madame la maire, critiquer c'est facile, réaliser c'est plus difficile. Mais ces augmentations ne sont pas anodines et elles révèlent finalement des choses beaucoup plus graves. Je m'en explique. Il y a à peu près un mois, nous étions réunis dans cette même configuration pour débattre des orientations budgétaires de 2022. Ce moment solennel, mais aussi réglementaire, est censé déterminer et éclairer les citoyens ainsi que les élus de l'opposition sur les éléments composant le budget 2022 et les grandes masses qui en découlent. Et, il y a un mois, notre groupe vous alertait sur l'augmentation incompréhensible et démesurée du chapitre relatif aux frais de personnel. Dans votre réponse, la main sur le cœur, vous nous annonciez que cela correspondait à une augmentation classique, sans doute renforcée par la titularisation de quelques agents. Cependant, et il est important de le souligner, il y avait, dans les documents que vous nous avez présentés, une très grossière erreur. Une erreur manifeste pour tout dire sur le montant de l'augmentation des dépenses de personnel. Il fallait en effet comprendre 0,6% au lieu des 6% indiqués. C'est d'ailleurs ce chiffre qui nous avait fait réagir, qui nous avait fait vous alerter, sans que vous, ou quiconque de la majorité, ne comprenne qu'une erreur grossière venait d'être réalisée, balayant même d'un revers de la main les arguments des élus de mon groupe. Si l'erreur est humaine, elle n'est pas moins incompréhensible. Elle montre surtout une forme de sectarisme à notre égard, même lorsque l'on pointe des aberrations et que vous refusez de nous écouter. Pire, cela montre comment vous gérez aujourd'hui la commune, sans aucune maîtrise, sans aucun contrôle. Et finalement, on peut passer des dépenses de 0,6% à 6% sur le chapitre représentant plus de 55% du budget communal, sans même que cela ne vous alerte. Sans même qu'aucun élu de votre majorité, ici autour de la table, ne tire le signal d'alarme. C'est assez effrayant. Et cela témoigne, désolé madame la maire de vous le dire, d'une certaine légèreté de votre part. À partir de là, nous pouvons nous poser des questions sur l'exécution de ce budget et sur une éventuelle apparition de difficultés financières. Dans ce budget, on retrouve également les 2% d'augmentation proposés. Malgré notre opposition par votre majorité, 2% d'augmentation des tarifs qui concernent essentiellement les cantines, centres de loisirs, accueil périscolaire, et qui risquent, dans ce contexte d'inflation massive, d'impacter une nouvelle fois le pouvoir d'achat des habitants,
Nous le regrettons pour tous nos concitoyens et surtout pour ceux qui sont déjà les plus démunis. Notre seule satisfaction dans ce budget est de constater que les taux d'imposition restent stables. Les équipes précédentes, dirigées par Patrice Dupré et Michel Lamazoine, dont vous faisiez partie, vous et vos prédécesseurs, avaient déjà réussi à ne pas augmenter la pression fiscale, du moins par la part communale. C'est une bonne chose et nous voulions l'exprimer. En tout état de cause, pour le manque de transparence et le manque de visibilité pour l'avenir, nous voterons contre ce budget. Je vous remercie. Merci pour cette précision sur le mensonge. Je rappelle quand même que le budget a été discuté bien avant les 5 jours d'envoi de la totalité du conseil municipal, puisqu'il a été discuté en commission des finances. Alors libre à vous de vous partager les informations ou pas. En tout cas, sachez que le budget a largement été discuté. Juste une petite précision, puisqu'une fois de plus, vous ne m'avez pas écouté, s'agissant de nos programmes. Puisque vous agitez sans comprendre, par exemple, la navette entre les Essarts et Grand-Couronne-Ville. Sachez qu'il y a depuis plusieurs mois, au travers de réunions de travail avec la métropole et leurs services compétents sur ce sujet, un projet d'améliorer le réseau de transport public avec des premières phases de travaux et de modification de ce réseau dans notre secteur dès la rentrée de septembre 2022, qui comporte une amélioration des lignes jusqu'à La Bouille, notamment. Les choses avancent et visiblement vous ne m'avez pas écouté une fois de plus, puisque j'ai listé toutes les choses qui ont été faites depuis 18 mois, mais visiblement c'était trop long pour vous. Alors ça a été dit, mais je tenais quand même à le souligner, je souhaitais remercier une fois encore les agents de la ville qui ne ménagent pas leurs efforts pour la collectivité, spécifiquement bien sûr le service des finances, Virginie Genestra et toute son équipe, et puis bien sûr notre DGS, Géraldine Doigt-Perret, pour tout le travail réalisé autour de ce budget, quand bien même l'erreur est humaine. Je reprends l'expression, quand je lis vos écrits parfois et que je vois que le mot ville est écrit avec un seul L, à aucun moment je me dis que vous n'avez pas écrire le mot ville, je me dis juste effectivement que l'erreur est humaine. En l'occurrence, il s'agit de lettres, pour nous c'était des chiffres. Ça oui, effectivement. Et puis sur les charges de personnel, je pense que vous aviez suffisamment les moyens de vous renseigner pour avoir l'information. Bien, mes collègues, s'il n'y a plus de remarques sur ce budget, je vais le mettre aux voix. Je vous invite donc à voter sur ce budget. Donc, un vote. Alors, nous avons donc 22 pour et 7 contre. C'est adopté, je vous remercie. Et nous allons donc passer toujours au vote du budget primitif, mais sur le budget annexe transport. Guillaume Charlemagne. Merci. L'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales indique que le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Le budget annexe transport de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles. Il est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, les recettes égalant les dépenses pour chacune de ces sections. Le projet de budget primitif transport pour l'exercice 2022 s'équilibre à 193 000 € en fonctionnement et à 15 845 € en investissement sans reprise de résultat avec une subvention de la ville constante. Comme chaque année, une provision de 15 000 € est inscrite pour l'achat éventuel d'un nouveau bus. Il vous est proposé d'adopter le budget primitif transport tel que présenté en annexe. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques, Nicolas Vazettine? Contrairement au budget de la ville, nous allons voter le budget des transports parce que c'est une continuité et que nous pouvons être satisfaits qu'il y a toujours cette volonté de faire une provision pour l'achat du bus. Très bien, merci. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. Eh bien, il y a 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une délibération sur le taux des impôts locaux pour l'année 2022. Guillaume Charlemagne. Merci.
Le vote des taux par une collectivité dotée d'une fiscalité propre doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique chaque année, distincte du vote du budget, et ce même si les taux restent inchangés. Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes bénéficient depuis 2021 du transfert du taux de la taxe pour le bâti du département 25,36% pour la Seine-Maritime. Ce transfert du foncier bâti du département et l'application d'un coefficient correcteur assurera la neutralité de la réforme de la taxe d'habitation pour les finances des communes. Pour Banque-Couronne, ce dernier est figé à 0,656402. Par conséquent, le tableau ci-dessous vous est proposé pour les taux pour l'année 2022. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? J'invite donc à voter. Le vote, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, plusieurs délibérations sur des demandes de subventions et une première auprès de la CAF pour la réhabilitation d'un bâtiment. Linda Dentifrawin. Bonsoir. Alors, une demande de subvention auprès de la Caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime pour la réhabilitation d'un bâtiment au relais d'assistante maternelle. Donc, la ville souhaite réhabiliter l'ancien multi-accueil de ville en RAN, donc c'est un relais d'assistant maternel. La création de cette structure en permettrait de rompre l'isolement des professionnels de l'accueil individuel du jeune enfant. La mission du RAM, c'est donc sortir les assistantes maternelles de leur isolement, donc informer, orienter, former les professionnels de l'accueil individuel et aider les parents employeurs et futurs employeurs. Le relais d'assistant maternel apportera une complémentarité avec les structures existantes dans la ville et permettra d'inscrire la vie de l'enfant dans la continuité et de faciliter ainsi le service offert aux parents. L'opération projetée sur cet espace est prévue en 2 tranches, comme l'indiquait le PDI de l'investissement approuvé le 28 septembre dernier. Donc, première tranche, c'est le bâtiment modulaire et deuxième tranche, maison d'habitation. La première tranche, donc, évaluée à ce stade à 220 000 € TTC. Donc, 183 333 hors taxe comprend le diagnostic de désamiantage de la structure existante, ainsi que le coût des travaux de désamiantage complet du bâtiment. Une étude complémentaire qui permettra de cibler le projet retenu entre la rénovation après désamiantage ou la démolition ou reconstruction d'un local modulable à cet emplacement permettra d'affiner les coûts. Cette opération peut, y compris au stade des études, avant travaux, être éligible au titre des subventions ou des fonds de concours auprès de la CAF et de la métropole Rouen-Normandie. À cet effet, le plan financement est donc le suivant: diagnostic amiante plan, donc 2550 hors taxe, 3060 TTC, travaux de désamiantage 11 000 € hors taxe, 13 200 TTC, étude de faisabilité des travaux 5 833 hors taxe, 7 000 € TTC, travaux reconstruction 163 950 € hors taxe, estimation intermédiaire. Donc, soit un total de 183 333 € hors taxe. Merci Linda pour cette présentation de la demande de subvention. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? C'est un petit peu plus des questions que des remarques. Donc, si je comprends bien, le bâtiment actuel serait complètement rasé. C'est ça, hein? Non, mais c'est parce que je pas assez d'éléments, là. Non, pour l'instant, on est vraiment sur une étude de toutes les pistes de désamiantage ou de reconstruction. Pour l'instant, c'est vraiment une étude qui est lancée. Mais on lance la demande de subvention, forcément. Oui, mais 183 000 €, c'est pas que l'étude, puisque l'étude de faisabilité est à 5 833 €. J'imagine que c'est une sorte de diagnostic prévoyant des travaux. C'est là que je ne comprends pas.
il y a déjà une idée de projet, puisque à 183 000 euros, il doit y avoir un projet de destruction. Voilà, je demande de l'information. Si je peux me permettre, oui, tu as raison. Il y a dans un premier temps ce diagnostic amiante qui a été réalisé pour savoir où on va, bien évidemment, puisqu'on le sait tous, ce bâtiment est amianté. Alors, on avait des craintes sur l'ensemble de la couverture et l'ensemble des murs. Il est amianté sur quelques parties. Donc, ça nous permet de garder l'enveloppe et de réhabiliter par rapport à l'enveloppe existante. Voilà. Donc, il n'y a pas de démolition, il n'y a pas de reconstruction, il y a une réhabilitation complète de ce bâtiment. Si je puis me permettre, c'était pas clair dans la délibération. Non, mais j'essaye de comprendre, simplement. D'accord. Et autre question, il y a eu parce que là, j'avoue ma faiblesse sur cette question. Concernant relais d'assistante maternelle, il y en avait déjà un. Il était situé où? Non, il n'existe pas le relais assistante maternelle. Il devait exister auparavant, mais il n'a jamais été mis en place en fait. Si je peux me permettre, Il existait puisqu'ils avaient le local jaune du bas où ils se réunissaient le samedi avec les enfants et les parents. Alors c'était peut-être pas un relais comme vous l'appelez, mais ça existait. Alors ce n'est pas un relais d'assistante maternelle, c'est une association qui accueille des assistantes maternelles, qui adhèrent à cette association. Et toutes les assistantes maternelles ne peuvent pas adhérer parce que soit il n'y a pas de place, soit parce qu'on ne prend pas de nouvelles adhérents. Donc c'est la création. C'est une création, monsieur. Voilà, tout à fait. Et c'est un réel besoin, d'ailleurs, un réel besoin. Oui, une petite précision, il y avait également ce type de rassemblement, entre guillemets, sur la salle Camille Robert. Certains après-midi dans la semaine. Ça, c'était l'association. Et c'était l'association qui portait cette chose. Donc il y avait bien un programme sur le secteur. Ce n'est pas un point là. Même pas sur le Non, c'est le point là. Le RAM n'a rien à voir avec une association. Non, je connais ça par contre, je connais bien, parce que c'est un réseau d'assistance maternelle, il y en a à peu près. Dans l'Arche, par exemple, il y en a un qui est développé. D'accord, donc c'est la création. C'est une création, voilà. Dans le réseau d'assistance maternelle. Ok, très bien. Vous avez un micro pour que vous preniez la parole. Oui, pardon. Pardon. On est bien sur un réseau. Sur un relais, pardon. Réseau, voilà. Un relais. Très bien, donc je mets au voix. Je vous invite à voter sur cette délibération. 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc une autre demande de subvention pour l'issue de secours. Cédric. Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'évolution du pôle de solidarité qui occupe un immeuble nécessitant un accès public, la ville souhaite la création d'issues de secours à l'étage de cet immeuble afin d'optimiser l'utilisation des locaux pour le service emploi, insertion, formation. Point formation jeunesse, il est par ailleurs indispensable de la mise en conformité du bâtiment. Cette opération peut être éligible au titre des subventions ou des fonds de concours et son montant s'élève dans le détail de 60 106 € TTC, soit 50 088 hors taxe. Cette opération est susceptible d'être financée à hauteur de 25% par le département de Seine-Maritime, soit 12 522 €, et de 25% par la métropole de Rouen-Normandie, soit 12 522 € également, ce qui fait un total de 25 044. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser à Madame le maire à solliciter une participation financière auprès du conseil départemental la plus élevée possible pour cette opération et de signer les documents correspondants. Merci Cédric. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? C'est Pôle des solidarités. Ah oui, dans l'escalier qui sort à l'extérieur. Je vous invite donc à voter.
l'unanimité, je vous remercie. Toujours une demande de subvention pour la réhabilitation d'une ancienne maison. Fabrice Raoult. C'est une demande complémentaire par rapport à une première demande de subvention qui avait été accordée par les différentes administrations et institutions. Comme dans tous travaux, on a parfois quelques surprises, des mauvaises surprises techniques, des contraintes techniques qui sont imparues, qui sont imprévisibles. Je parle de la maison qui se trouve derrière nous et qui va accueillir les futurs locaux de la police municipale. On a un réseau à créer, un réseau de chauffage à créer et une dalle à recréer pour un coût de 30 000 € TTC, soit 25 000 € hors taxe. Donc nous sollicitons une subvention supplémentaire auprès du conseil départemental. Subvention qui va tourner autour de 25%. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Non, je vous invite donc à voter. Nous avons 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une demande de subvention pour l'école Victor Hugo primaire. Karima Baziz. Bonsoir. Donc, toujours dans le cadre des demandes de subvention, celle-ci est en lien avec les sanitaires de l'école Victor Hugo élémentaire. Nous faisons une demande de subvention car effectivement il a été constaté une carence en matière des équipements sanitaires. Donc c'est l'occasion de leur proposer des sanitaires beaucoup plus adaptés. Merci Karima. Il y a des remarques? Je vous invite donc à voter sur cette délibération. C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Notre demande de subvention auprès des services de l'État dans le cadre du FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, pour l'acquisition de gilets pare-balles. Il vous est proposé de solliciter une subvention dans ce cadre au titre de l'année 2022 pour permettre l'achat de 2 gilets pare-balles en 2022 visant à améliorer les conditions de travail et de protection des agents de la police municipale dont le montant estimé s'élève à 1 600 €. Il y a des remarques? Je vous invite à voter sur cette délibération. Pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Guillaume Charlemagne pour le rapport de la CLEP. Oui, c'est la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Chaque prise de compétence de la métropole Rouen-Normandie engendre un transfert de charges et de produits entre la métropole Rouen-Normandie et ses communes membres concernées. Donc aujourd'hui, il y a lieu de se prononcer sur ce rapport dans des termes de l'article 5211-5 du Code général des collectivités territoriales. Merci Guillaume. Il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle des solidarités avec une première délibération sur la mise à disposition d'un logement à l'association Welcome. Pascal Demoiselle. Alors, la ville de Grand-Couronne, soucieuse des conditions de vie des familles exilées, engage des actions spécifiques par le biais de son CCAS. Dans la continuité de cet engagement, la ville souhaite conventionner avec l'association Welcome pour proposer un hébergement temporaire de répit à des personnes en attente de régularisation. Donc, ce soutien se traduit par la mise à disposition à titre gracieux d'un logement propriété de la ville à l'association Welcome. Donc c'est l'association qui choisit les personnes qui seront hébergées sur un temps déterminé et qui règle les charges locatives afférentes à ce logement. Donc il vous est proposé d'approuver cette convention de mise à disposition d'un logement à l'association Welcome. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Oui, Nicolas, vas-y. Oui, je veux dire que c'est une très très bonne chose. C'est quelque chose qui manque et qu'on a parfois des situations absolument dramatiques de réfugiés ou autres qui sont dans des situations sur le plan légal très tirées par les cheveux. On en a connu un certain nombre par le passé, alors souvent parfois par le passé on trouvait d'autres solutions, mais ça devient de plus en plus compliqué. Les associations comme le DAL n'ouvrent plus
les logements parce qu'ils se sont fait condamner très lourdement et que du coup ça a donné une solution de mois justement pour ces personnes en très grande difficulté. Donc là, vraiment, il n'y a aucun souci, vous avez notre entier soutien. Bien, merci, quand on est content, on le dit. Merci Pascal, donc, je mets donc aux voix cette délibération. Donc 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et dans le prolongement de cette délibération, toujours Pascal pour soutien financier à la restauration scolaire. Donc pour favoriser l'inclusion scolaire des enfants des familles en situation irrégulière ou en situation de régularisation et leur permettre l'accès à la restauration scolaire, nous vous proposons d'approuver un tarif de cantine à 32 centimes du repas. Donc toutes les personnes feront l'objet d'un examen par la commission avance remboursable du CCAS. Et il vous est proposé la prise en charge par la ville sur son budget de la part différentielle entre le plus bas tarif pratiqué et le coût réel du repas. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Donc un vote. 29, c'est bon. 29 pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Manuela pour la convention ICAS pour les ateliers de vie quotidienne, des ateliers très importants. On était cet après-midi et je peux le confirmer. Manuela. Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de la politique de la ville, sont organisés des ateliers de vie quotidienne et de communication. C'est un dispositif qui permet d'accueillir un groupe de femmes immigrées ou immigrantes. L'objectif de ces ateliers est d'encourager ces personnes à se prendre en charge elles-mêmes et devenir actrices de leur vie. Donc il convient ce soir d'approuver la poursuite du fonctionnement de ces ateliers pour 2022 et à cet effet, approuver la convention avec l'association CAS. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie Manuela pour l'appel à projet pour le public invisible. Alors, toujours dans le cadre des actions menées par la politique de la ville et l'insertion sociale, il est opportun de renforcer le réseau des professionnels de terrain et à même de repérer et aller vers les personnes éloignées des structures d'accompagnement. Un appel à projet a été lancé en 2019, ensuite une deuxième session a été faite en 2021 et là on a une prolongation jusqu'en juin 2023. La métropole de Rouen-Normandie s'est positionnée ainsi que la ville de Grand Couronne pour participer à cet appel à projet et poursuivre toutes les actions qui ont été mises en œuvre afin de les rendre plus cohérentes et efficientes. Donc il est demandé d'autoriser le service emploi insertion formation à répondre à l'appel à projet pour le repérage et la mobilisation des publics invisibles. Merci Manuela. Est-ce qu'il y a des remarques? Je mets aux voix. Je vous invite donc à voter. Votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe maintenant à la direction des ressources humaines avec les créations et suppressions de postes, donc une délibération habituelle, notamment au moment du vote du budget, mais sur la modification des effectifs, donc avec une suppression de postes à la police municipale, mais une création toujours dans ce service et une création au pôle des temps d'emploi. Donc il s'agit d'ajustements, notamment liés à des départs en retraite ou des mobilités de nos agents. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCAS. Donc, vous savez, les comités techniques et les CHSCT vont être transformés en comité social territorial et il vous est proposé dans cette délibération de fusionner, d'avoir un comité social territorial unique et compétent pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS. Tout ça dans un objectif de mutualisation et de cohérence, sachant que nous avons des sujets très liés entre la ville et le CCAS. Est-ce qu'il y a des remarques sur
cette délibération. Vous avez donc à voter. C'était déjà le cas pour les CTP, Oui. CHSCT, c'était déjà voté. C'est ça. Alors, nous avons 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une autre délibération, toujours en RH, sur l'attribution des titres restaurants. Donc, il s'agit de modifier la délibération du 25 mars 2010 pour ajouter à la liste des bénéficiaires les agents en contrat de droit privé recrutés pour une durée supérieure à 6 mois. Donc, il s'agit de plus de confort pour les agents de droit privé, notamment les contrats aidés ou les contrats adultes relais que nous avons dans la collectivité. S'il y a des remarques sur cette délibération, je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une autre délibération classique aussi sur la mise à disposition du personnel de la ville au CCS pour l'année 2022. Donc vous retrouvez dans la délibération les postes concernés. Donc je vous ai proposé de reconduire la mise à disposition de 10 emplois permanents relevant de la catégorie hiérarchique C pour 8 agents, de la catégorie A pour 2 agents, pour effectuer les missions techniques et administratives, pour certains avec une fraction de poste à 70%, à raison de 70% en temps complet, et 80% pour un agent. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je vous invite donc à voter. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. » Alors, un rapport dans le cadre du débat de l'Assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire. C'est un débat que nous devons avoir avant le 31 décembre 2021, et qui doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise en œuvre et l'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. Donc la question qui se pose essentiellement, ceux qui ont lu le rapport, c'est de savoir si nous irons vers la labellisation ou les contrats de groupe, et si nous adhérons à la convention du centre de gestion de la Seine-Maritime. Alors vous avez tout le détail du débat. Je vais vous en faire une lecture rapide. Puisque depuis 2007, vous avez lu tous, depuis 2007, donc les collectivités ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et ou de prévoyance pour faciliter l'accès aux soins et couvrir la perte de rémunération en cas d'arrêt prolongé de travail lié à la maladie ou à un accident. Donc, je le disais, les collectivités ont la possibilité de passer par des contrats labellisés ou par des conventions dites de participation. Depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont, eux, l'obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à l'ensemble de leurs salariés. Dans le but d'harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique. Donc on attend encore des décrets d'application, mais nous devons débattre de cela ce soir. Y a-t-il des remarques? Vous êtes parfait. Nicolas, vas-y. C'est là. Oui, c'est une question qui avait déjà été posée il y a déjà pas mal d'années. Je me rappelle, j'étais au premier municipal à l'époque, sur le choix entre effectivement contrat de groupe ou labellisation. Et dans le cadre de la labellisation, les employés pouvaient choisir leur mutuelle. À cette époque-là, au niveau des salariés avaient été consultés et avaient opté pour la labellisation à l'époque. Là, moi, ma question, c'est de... Moi, j'ai pas de religion, je suis pas un dogmatique en la matière, du moment que c'est dans l'intérêt des salariés, tout simplement. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a eu un débat avec les syndicats et eux, qu'est-ce qu'ils en pensent et quelle serait la formule la plus adaptée dans l'intérêt des salariés.
Voilà, c'est la seule chose en gros. À l'époque, c'était plus intéressant d'être dans le cadre d'une labellisation, puisque il y avait eu un contrat de groupe avec la MNT qui était plus cher que les autres. Donc la labellisation, à cette époque-là, je remonte à il y a presque 15 ans, la labellisation était beaucoup plus avantageuse pour les salariés. Voilà. Je ne sais pas maintenant si c'est encore le cas ou pas. Voilà. Dans ce cadre-là, des réunions spécifiques avec les organisations syndicales sont prévues en début d'année. Là, il était trop tôt pour le faire, mais l'objectif du rapport de ce soir, c'est de prendre acte. En fait, il y a eu un débat avant le 31 décembre, mais les réunions seront organisées évidemment dès le début de l'année avec les organisations syndicales. Et puis bien sûr, voilà, là on se ferme aucune porte en fait sur cette question, à savoir notamment la convention cadre avec le centre de gestion qui permettrait d'avoir vraiment des conditions mutualisées plus importantes, hein, plus on est nombreux et mieux c'est. Mais effectivement, si la labellisation est une mesure de moyens, nous serons évidemment sur cette... C'est le cas il y a 15 ans. Oui, voilà, les choses évoluent. Alors, nous devons donc prendre acte, acte sur ce rapport, mais voter pour que vous donniez votre accord sur l'enquête qui sera menée. Donc il y a bien un vote sur ce rapport. Alors, je vous invite à voter. Il n'y a pas de vote. C'est donc un bon acte simplement. Très bien. Donc là, on est pour. Donc acte sur le rapport sur la protection sociale complémentaire. Merci. On passe au pôle du temps de l'enfant avec une convention de partenariat entre PSL 76 et la ville. Hélène. Donc l'objectif de l'association PSL 76 est d'œuvrer pour la promotion et de développer l'emploi sportif de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative en Seine-Maritime. Donc ils ont présenté à la ville une demande de mise à disposition de locaux afin d'organiser des sessions de formation des TGEPS, tout public. Donc les locaux, c'était le centre de loisirs Jean Poiffier. Donc on met à disposition à titre gracieux le centre de loisirs hors vacances scolaires tous les mercredis à l'association. Et en contrepartie, ils accueillent un agent pour le former des TGEPS. Donc ça fait une formation des TGEPS. Ils interviennent aussi ponctuellement sur les animations de la ville. Et ils animeront aussi une session de formation continue pour les animateurs de la ville. Donc c'est sur 3 ans. Et voilà, les TGEPS en charge. Et au moins les locaux sont occupés durant toute l'année. Merci Hélène. S'il y a des remarques sur cette déclaration, je mets donc au voix. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une délibération sur les projets d'école et les classes transplantées, Karima Bazid. Donc ce projet de délibération fait part des subventions des projets d'école et des classes transplantées pour l'année 2021-2022. Vous allez pouvoir constater que là, dans le la rectification, on a écrit classe pédagogique et projets transplantées, donc du coup c'est le contraire, donc je donne l'information tout de suite avant que vous disiez qu'il y a une erreur. Donc vous pouvez voir, donc, pour classes transplantées, la somme allouée est de 10 250 € répartis pour les 4 écoles et les projets pédagogiques, les classes transplantées pour 30 750 €. Merci Karima. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc au voix. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. La convention de partenariat avec les Francas pour Hélène Caffi. Il s'agit d'un renouvellement de la convention qu'on a depuis des années avec les Francas qui intervient sur le pays. On renouvelle encore les Francas. Merci Hélène, on s'est bien dit aussi. On les connaît. Est-ce qu'il y a des remarques? Je vous invite à voter sur cette délibération.
appuyez sur les boutons parce qu'il en manque un là. Oui, c'est bon, j'ai 29 votes. 29 pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Une délibération sur le recours à des volontaires pour des services civiques, puisqu'il s'agit donc de renouveler une demande d'agrément auprès de l'Agence du service civique et de la Direction des services départementaux d'éducation nationale, qui permettrait d'accueillir des jeunes volontaires pour remplir des missions dans les domaines notamment de la culture et des loisirs, de la solidarité, de l'accès aux droits des femmes et de la lutte contre le décrochage scolaire. Ça traduit par la volonté de la ville de développer une politique jeunesse innovante en offrant aux jeunes du territoire la possibilité de s'engager dans des projets qui leur permettent de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur vivre ensemble, de vivre une expérience de travail dans des domaines variés et de bénéficier d'un accompagnement permettant de réfléchir à leur insertion socio-professionnelle. Je vous ai donc demandé d'approuver cette demande d'agrément pour l'accueil des services civiques. Il y a des remarques? Je vous invite à voter sur cette délibération. Donc, 2 votes. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. On passe au pôle sport, manifestation, vie associative. Prijou pour la demande pour le versement de subventions d'association. Nous sommes bien dans la continuité du soutien aux associations. Pour répondre aux demandes formulées par certaines associations de la ville, il vous est proposé d'attribuer les subventions suivantes. 500 € pour l'association familiale de Grand-Couronne, 700 € pour l'amicale des sapeurs-pompiers de Grand-Couronne et 200 € pour l'association L'Art de la Pierre et du Bois. Merci. Prijou, est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération, Nicolas Vasilzine? Bon, c'est une petite. Je suis un peu surpris de voir encore dans le tableau l'association familiale de Grand-Couronne. Et j'ai peut-être pas toutes les informations. Il me semblait que cette association n'avait plus d'activité. Alors, cette association est toujours en service. Elle a renouvelé son bureau et j'ai d'ailleurs demandé à rencontrer cette association, le bureau de cette association, dès que possible en début d'année. D'accord. Parce qu'ils n'avaient plus d'activité du tout, ils avaient un peu disparu du radar. C'était simplement pour ça que je posais la question. On se pose effectivement des questions quant à cette association. Il y a eu une demande de subvention qui est formulée. Ils sont toujours là et comme je vous l'ai dit, le bureau a été renouvelé pour cette année. Et j'en saurai plus, on pourra vous en dire davantage après les avoir rencontrés. Merci Prijou. C'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup d'activités, notamment associatives, qui sont mises en retrait ou en suspens, en tout cas pour le moment. Donc, effectivement, merci. Je vous invite donc à voter sur cette délibération. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au pôle communication, culture, patrimoine avec une convention de partenariat entre l'UDINS et la ville et l'NPI. Alors, je ne vais pas vous commenter la demande de convention. Je pense que les femmes et les hommes de gauche que nous sommes savent à quoi sert le jeu. Je me permets juste de vous faire un petit point sur la semaine du jeu 2021. Donc 972 entrées, donc une diminution, puisqu'en 2019, 1500 entrées, en 2020 annulées. Diminution très probablement liée au pass sanitaire, puisqu'on a pu observer aussi une fréquentation d'un public d'âge plus bas que d'habitude. Donc on continue notre travail sur la semaine du jeu avec les écoles maternelles et élémentaires, les collèges, la crèche Lidibule, donc tous ces partenaires, la résidence autonome. On a eu l'occasion aussi à l'avant-scène de voir des temps d'inclusion, puisque des élèves de l'IME ont pu jouer au flipper avec des enfants du périscolaire sans que ça ne fasse de vague. Donc cette semaine du jeu sera reconduite en partenariat avec l'UDENS. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Je vais donc au voix. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Notre convention avec l'association des femmes de Concours
Couronne, Hélène Pelly. Donc c'est la reconduction d'une convention donc avec cette association des femmes de Grand Couronne pour la tenue d'une buvette à l'avant-scène, comme déjà fait les années précédentes. J'ai oublié pour la semaine du jeu, bien évidemment, de remercier tous les services qui ont participé, la ludothèque, les bibliothèques et les services techniques, à la tenue de cette semaine. Donc là, il s'agit de la convention avec l'association des femmes de Grand Couronne. Merci Hélène. S'il y a des remarques, je mets aux voix. Vote pour, c'est adopté, je vous remercie. Une délibération sur le mandat spécial pour les biennales internationales du spectacle. Non, Hélène Pelly. Oui, nous souhaitons développer et faire proposition de spectacles multiples et variés vers la population de Grand Couronne, du plus jeune public vers les anciens. Donc pour cela, nous souhaiterions participer au Biennale international du spectacle, qui est le grand événement où tout le monde du spectacle se rencontre. Et pour cela, donc, Monsieur Hénaud, notre directrice du pôle culture et moi-même en déplacement à Nantes. Bien évidemment, nous pouvons vous assurer qu'il n'y aura ni foie gras ni caviar. Dommage. Ou alors c'est moi qui suis féminine. Non, ça va être des huiles. Merci Hélène pour cette précision importante pour ne pas dénoncer le mandat spécial. Je vous invite donc à voter sur cette délibération s'il n'y a pas de remarques. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au pôle Vivacité avec une première délibération sur les mesures de responsabilisation avec les collèges. Cathy Septi. Oui, bonsoir. La mesure de responsabilisation est inscrite dans la nouvelle échelle de sanctions qui peuvent être prononcées à l'égard d'un élève à la suite d'un manquement à ses obligations, rappelées dans le règlement intérieur. L'idée est ici de s'inscrire dans une démarche de prévention du décrochage scolaire, étant entendu que la mise à l'écart de l'élève des établissements constitue un élément favorisant la rupture progressive avec l'institution scolaire. La démarche vise donc à accueillir les élèves sanctionnés dans les services de la ville pour leur proposer des missions en adéquate avec le motif de l'exclusion. Le dispositif d'accompagnement propose par ailleurs de mobiliser les services de prévention spécialisés lorsque l'élève identifié nécessite la mise en place d'un accompagnement éducatif. Merci Cathy. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Non. Je mets aux voix. « 29 votes pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Cathy Septi, toujours pour l'avenant à la convention avec le CAPS. Donc la convention signée le 22 octobre 2018 a pour objet, conformément au référentiel métropolitain de la prévention spécialisée, de définir et déterminer les modalités de coopération entre la métropole et la ville de Grand Couronne et le service de prévention spécialisé CAPS. Il intervient sur le territoire de Grand Couronne. Les habilitations des services de prévention spécialisés prennent fin le 26 septembre 2022. Dans ce cadre, et afin d'assurer le financement de la commune, il convient aujourd'hui de proroger la convention tripartite au cours de validité jusqu'au 31 décembre 2022. Merci Cathy. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Je vais donc au voix. 29 votes pour, c'est adopté. Je vous remercie. Le développement d'activités numériques pour les populations quartier politique de la ville, Annie Belagoun. Bonsoir. Donc vous savez, l'accès et l'usage des outils numériques sont souvent difficiles. On parle même de fracture numérique depuis plusieurs décennies. L'expression fracture numérique s'est transformée au cours des années pour devenir inclusion numérique. Et 4 points fondamentaux conditionnent l'inclusion numérique. Avoir un accès aux outils numériques et à Internet, savoir utiliser les outils numériques, maîtriser les outils numériques, être en mesure d'avoir un regard critique sur le numérique. Ces 4 points sont le socle de la capacité à participer à une société qui utilise très largement les technologies de communication numérique. Depuis plusieurs années, l'association des 34 de Seine-Maritime est engagée pour accompagner les territoires et plus particulièrement les collectivités pour animer des dynamiques de réseau et proposer des actions pour renforcer les compétences en matière d'éducation numérique.
Dans ce cadre, l'association des Francas de Seine-Maritime a sollicité l'État pour bénéficier d'un poste d'adulte relais pour engager un projet de médiation numérique. Cette association souhaite se mobiliser sur les communes du sud de la métropole de Rouen. À ce titre, elle a proposé son concours à la ville de Rouen-Couronne pour développer des initiatives sur son territoire. L'activité consiste à développer des animations autour du numérique et de la culture numérique dans les quartiers politiques de la ville, donc à Auxerre, Tuculy, Saint-Étienne-Mauvrais, mais aussi à Rouen-Couronne, dans les quartiers de nos QPV, Le Boutière et Lino. Cela commencera courant janvier. On se contentera bien évidemment pas de s'adresser qu'au QPV, mais à l'ensemble de la population couronnaise par la suite avec le recours au service civique. Et je vous demande aujourd'hui d'autoriser Madame le maire à engager cette démarche partenariale avec les Francas et à accompagner l'ensemble des phases de ce projet et les inscrire dans une démarche globale d'inclusion numérique. Merci Hamid. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Je mets donc aux voix. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La programmation 2022 du contrat de ville, la Nouvelle Lagune. Donc, dans le cadre de la réforme nationale de la politique de la ville, une contractualisation avec l'État s'est mise en place pour 2015 dans le cadre d'un contrat de ville pour la période 2015-2022, selon un cadre stratégique défini conjointement avec la métropole Rouen-Normandie et les communes dotées de quartiers reconnus quartiers politiques de la ville. Donc, ce sont les fiches actions habituelles qu'on vous propose dans ce cadre-là, qui sont mettre au crédit de la NCT pour une grande partie d'entre elles, et un poste de coordinateur de projet lié à l'insertion socio-professionnelle au titre des crédits à la métropole. Donc nous vous demandons d'approuver la programmation 2022 des actions menées dans le cadre du contrat ville, d'autoriser Madame le maire à solliciter des subventions auprès de la NCT et de la métropole, d'inscrire les recettes au budget unique. Merci Hamid. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Je vous invite donc à voter. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La dérogation au principe du repos dominical. Sébastien Braillard. Oui, bonsoir. Il vous est proposé ici d'adopter la dérogation municipale au principe du repos dominical des salariés du commerce de détail. Donc la liste des dimanches est annexée au titre de l'année 2022, qui seront les 4, 11 et 18 décembre 2022. Donc avec un maximum fixé à la métropole de 8 dimanches et dans les conditions prescrites sur la présente délibération. Notamment le respect du principe du volontariat fixé par la loi, la limitation des amplitudes d'ouverture et l'amplitude d'ouverture ne saurait faire échec aux règles d'application spécifiques de chaque établissement. Pas règlement. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Je mets donc aux voix. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Sébastien Braillard, toujours pour les aides dans le cadre de la commission environnement éco-subvention. Oui, il vous est proposé ici d'allouer 3 subventions pour un maximum de 1 500 € au titre de remplacement de fenêtres et de porte-fenêtres, voilà, au titre de l'année 2021, suite à la commission éco-subvention qui s'est déroulée le 10 décembre. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette déclaration? Je mets aux voix. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et une dernière délibération dans le pôle technique pour le renouvellement de la convention avec le SMEDAR. Sébastien Braillard. Oui, comme tous les 4 ans, il nous est proposé de renouveler la convention de traitement des déchets des services techniques avec le SMEDAR. Donc c'est une convention classique pour l'évacuation des multiples déchets produits par la ville. Merci Sébastien. Il y a des remarques? Je mets donc aux voix. Vote pour, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien écoutez, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Mes chers collègues, merci pour le dernier de l'année. On reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et un petit repos bien mérité
pour beaucoup d'entre vous. Merci à vous et bonne soirée.